Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance du comité exécutif. Nous sommes le mercredi 13 mai 2020. Il n'est pas 8h30, il est plutôt 8h44. Alors, désolé pour ce contretemps. L'ensemble des membres du conseil, du comité exécutif ce matin siègent bien sûr comme d'habitude à huis clos, donc chacun chez soi. Ici dans la salle Peter McGill, je suis accompagné de quelques membres du personnel de la ville, donc du cabinet M. Christopher Young, M. Serge Lamontagne, directeur général, Maître Yves Saint-Don, greffier de la ville, et également Maître Domenico Zambito de la direction générale. L'ensemble des membres pour cette semaine pourront, donc lorsque vous verrez, là, ils vont prendre la parole, vous verrez l'image de chacun. Vous pourrez les voir vraiment en vidéoconférence, à une exception près, soit celle de la mairesse de Montréal. Pour des raisons de fiabilité technique, Madame la mairesse ce matin s'est jointe à nous via téléphone. Alors, on va tenter pour les prochaines... et voilà, oui, on voit l'image à l'écran du fameux amplificateur du téléphone. Alors, on va... bien le bonjour, Madame la mairesse, par téléphone ce matin. Oui, bonjour tout le monde. Je suis désolée de ne pas vous voir la vignette, mais je suis certaine que pour la prochaine rencontre, on va trouver une solution. Oui, assurément. Alors, on va débuter avec nos points, Madame la mairesse, membre du comité exécutif. Alors, on va de l'avant avec l'adoption de l'ordre du jour en 10.001. Il n'y a aucun ajout au projet d'ordre du jour qui a été transmis hier, mais il y aura un retrait, soit le point 20.025. Alors, ce point sera retravaillé et puis reviendra la semaine prochaine. Alors, tel que modifié, j'imagine que l'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Voilà qui est fait. On passe maintenant en 20 affaires contractuelles avec 20.001, c'est d'autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat accordé à Pronex Excavation Incorporée pour l'entretien du réseau de captage de biogaz. C'est adopté. 20.002, c'est une entente cadre avec Lumen pour une durée de 36 mois avec 2 options de prolongation pour la fourniture et la livraison de gilets de sécurité et de vêtements de pluie. C'est adopté. 20.003, c'est exercer l'option de renouvellement et autoriser une somme maximale d'1 073 627 sous pour 12 mois. Ça, c'est pour l'augmentation des contrats au groupe Gladiateur, à Déneigement Discount Incorporé, à Sans Limite Environnement Incorporé, à MJ Contact, à REM Groupe Extrême Incorporé et JMAC Remorquage, Transport et Déneigement. C'est bien sûr pour des services de remorquage liés aux opérations de déneigement. Voilà, c'est adopté. 20.005, c'est une entente cadre avec Québec Linge pour une période de 36 mois qui inclut une option de prolongation. C'est pour de la location, de l'entretien et de la réparation de vêtements avec des protections électriques. Voilà, c'est adopté. Ensuite, on va à 20.026, qui est d'autoriser la prolongation du contrat avec les équipements Colpron pour la location de 3 des tracteurs utilitaires sur roue 4x4 avec des équipements de déneigement. C'est pour 4 mois et demi à compter du 1er août prochain et c'est pour une somme de 215 000 arrondi, taxes incluses. C'est adopté. En 20.027, c'est un contrat au service d'entretien Alphanet pour 36 mois pour des services de gestion de brigade de propreté alternée dans 15 arrondissements. C'est adopté. 20.009, des options de prolongation pour 2 ans, soit à compter du 1er juillet prochain. Et c'est une dépense additionnelle de près de 590 000 arrondis pour une solution de visualisation et d'analyse de données en intelligence d'affaires. C'est dans le cadre d'un contrat que nous avions donné à Kérus Canada. C'est adopté.
20010, un contrat à clôture summum pour des travaux de mise aux normes des terrains de tennis au Parc La Fontaine et des améliorations au Parc Jeanne-Mance. C'est adopté. 20011, une dépense additionnelle de 78 003,05 pour réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue Notre-Dame-Est et d'un contrat accordé à Vidéotron. Adopté. 20012, un contrat à terrassement multipaysage incorporé. Ça, c'est pour le lot 1 et pour le lot 2 aux aménagements fleurs au pavé. Et c'est pour différents travaux en architecture de paysage dans les parcs nature de l'île de Montréal. C'est adopté. 20013, un contrat à la compagnie Procova pour des travaux de rénovation de la bibliothèque Saint-Henri. C'est dans le cadre, bien sûr, des contrats de RFID pour nos bibliothèques. C'est adopté. 20014, une dépense additionnelle de 188 515,34 taxes incluses pour les travaux d'installation d'un système de captation des gaz à la source et d'autres travaux de réno à la caserne de pompiers numéro 31 dans Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est adopté. 20015, un contrat Fort Action incorporé pour des travaux de réhabilitation de conduite d'eau secondaire par chemisage à différents endroits de la ville. Adopté. 20016, accorder un contrat à construction arcade pour des travaux de reconstruction de la dalle structurale de la caserne numéro 49 dans Onsic-Cartierville. C'est adopté. 20017, un contrat à Bruno Électrique pour la réalisation de travaux électriques de signalisation lumineuse à 50 intersections de la ville de Montréal. C'est pour une période de 12 semaines, un investissement de 1,2 million de dollars arrondi. C'est adopté. 20018, un contrat à CMS Entrepreneurs Généraux pour la construction de chambres de vente et de mesure dans le secteur Kirkland. C'est adopté. 20019, un contrat à Pavage Métropolitain Incorporé pour des travaux de PCPR et PRCPR dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-la-Petite-Patrie et de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. C'est adopté. 20020, un contrat du même type de contrat, d'ailleurs, pour cette fois les entrepreneurs Bucaro pour l'arrondissement de Ville-Marie. C'est adopté. 20022 maintenant, un contrat d'exécution d'œuvres d'art à Michel Debroin pour un montant maximal de 632 362,50 pour la fabrication et l'installation d'œuvres d'art qui s'appelle Sporophore. Pour nous en parler, je vois une demande d'intervention de la part de Mme Magda Popianou. Mme Popianou, c'est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, nous sommes vraiment très fiers d'octroyer ce contrat d'œuvre d'art public. C'est inscrit dans le contexte du projet urbain 1000 Montréal sur le site Outremont et chez Abord. Et en plus, le fait de voter une œuvre d'art dans ce contexte, ça nous ramène à une certaine normalité de la vie. Donc, très content et très fier. C'est un projet qui prévoit l'intégration d'une œuvre d'art publique, mais qui est fragmentée tout au long de la diagonale piétonne située entre les avenues Outremont et Kerb, tout près du parc nouveau parc d'ailleurs, Pierre Dansereau. Je vous rappelle que le Bureau d'art public du service de la culture a tenu un concours en 2018 sur invitation. Plusieurs artistes professionnels ont participé, plusieurs rencontres du jury, 4 finalistes et finalement, le 30 avril 2019, le jury a recommandé la proposition de Michel Debroin intitulée Sporophore. Ce sont plusieurs sculptures en bronze réparties tout au long de la diagonale, comme je le mentionnais. Pour que je vous présente un peu l'œuvre d'art, les sporophores sont la partie visible des champignons et l'œuvre d'art, en réalité, suggère l'existence souterraine d'un réseau mycélien, un système racinaire complexe. Les sculptures sont à la fois industrielles, mécaniques et organiques. Nous sommes très heureux d'octroyer ce contrat et on a hâte de les voir et d'ouvrir, bien sûr, le site. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Popianou. Merci beaucoup, Mme Popianou, pour ces précisions. On a hâte, effectivement, de voir la réalisation de tout ça.
Alors, en 2020, c'est adopté. En 2023, on va résilier les contrats de services professionnels avec Macogep pour pour notamment, pas notamment, mais c'est relativement au programme de RAC, donc et les cours de service également. C'est adopté. 2024, c'est accordé conjointement avec l'ARTM un contrat de service professionnel à FNX Innov pour la conception et la préparation de plans et devis du lot de Notre-Dame dans le cadre du SRB P9. C'est adopté. Adopté 20. Monsieur le Président. Oui, effectivement, oui. Je peux intervenir sur ce point, Ben oui, tout à fait. J'ai pas vu votre petite main levée sur mon écran d'ordinateur. J'en ai deux à gérer en ce moment là. Donc, c'était vous, Monsieur Éric Allen Caldwell, responsable du transport, de la mobilité, de l'urbanisme. Allez-y donc. Et Monsieur le Président, avec un grand sourire aujourd'hui, parce que, rappelons-nous, le projet du SRB P9, tel que déployé, tel que planifié, arrêtait dans sa portion sud au métro P9. Le SRB P9 a toujours été pensé, conçu et planifié pour se rendre jusque dans la portion sud du quartier, et pour plein de mauvaises raisons, il s'arrêtait au métro P9. Là, ce qu'on vient voter ce matin, c'est les plans et devis pour prolonger le SRB P9 jusqu'à Notre-Dame, où à terme, il y aura une connexion avec le mode lourd qui sera installé sur Notre-Dame. Donc, on vient réparer une erreur historique qui était d'arrêter le SRB au métro P9. On vient là avec une participation de 35% de la ville, c'est 1,7 million sur 4,3, autoriser les dépenses pour les plans et devis pour qu'on continue le SRB P9. Ça sera formidable, ce sera des autobus électriques. Et comme pour la portion nord, on va réaménager l'ensemble des intersections pour plus de sécurité pour les transports actifs, pour les usagers de l'autobus et pour tous les résidents et travailleurs du secteur. Merci, Monsieur le Président. Ben, merci, M. Caldwell. Pour ces précisions, effectivement, toutes les raisons d'aller de l'avant avec ce dossier ce matin. Alors, on va poursuivre ça avec 20.025 qu'on a retiré, je le rappelle. 20.026 maintenant, c'est un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent pour 12 mois, 2 mois et 4 jours à compter rétrospectivement, donc au 1er janvier 2020, un local au 105 rue Ontario-Est. C'est adopté. 20.027, c'est la troisième convention de modification de bail par laquelle la Ville loue de la compagnie mentionnée pour 5 ans 21 jours à compter du 10 septembre prochain, un espace de bureau au 6850 rue Joseph-Renault. C'est pour le poste de quartier 46. C'est adopté. 20.028, la troisième convention de modification de bail par laquelle la Ville loue de la même compagnie pour 5 ans, 1 mois et 6 jours, cette fois, le bâtiment pour le PDQ 10 du SPVM. C'est adopté. 20.030, un soutien financier qui totalise 75 000 $ à 6 organismes pour l'organisation de 6 événements qui ont lieu entre le 1er janvier et le 13 mars 2020. C'est dans le cadre du programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains. C'est adopté. 20.031, c'est 2 soutiens financiers à Intégration Jeunesse du Québec incorporé pour la présente année, soit un soutien de 300 000 $ pour les camps pédagogiques du volet sauveteur de piscine et volet moniteur de camp, et 50 000 $ pour Atelier Jeunesse, et c'est dans le cadre d'une entente que nous avons avec le MTESS. C'est adopté. 20.032, une contribution financière maximale de 300 000 $ à l'Institution royale pour l'avancement des sciences, Université McGill, pour des projets de création d'outils de gestion et d'analyse de données sociales. La petite main levée de M. François Croteau. Allez-y, M. Croteau. Merci, M. le Président. Alors, c'est une contribution donc de 300 000 $ au Centre de recherche en études interdisciplinaires de Montréal, de l'Université McGill, qui s'inscrit dans le cadre du prix que Montréal a gagné dans le cadre du défi des villes intelligentes du gouvernement du Canada, 50 millions de $, je le rappelle. Nous avions donc déjà attribué des sommes pour la question de la sécurité alimentaire, qui fait partie d'un des volets
du prix que nous avons gagné, donc du projet des villes intelligentes. Également, en matière donc de données aussi de mobilité, pour être en mesure de mettre en place tout ce beau projet qui fera en sorte que les Montréalais auront accès à une meilleure mobilité de quartier et à une alimentation, une meilleure sécurité alimentaire sur le territoire, donc à proximité de leur résidence. Naturellement, il fallait mettre à jour et travailler sur des données sociales. Alors, l'objectif aujourd'hui de ce sommaire décisionnel et de cette contribution, c'est de permettre au CRIEM de poursuivre son travail pour créer un pôle de données sociales en collaboration avec les acteurs du milieu sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal, qui permettra donc de connaître davantage l'ensemble des données croisées en matière des données sociales sur les Montréalais, les Montréalaises et la Ville. Ces données seront naturellement des données ouvertes, partageables, sur lesquelles nous pourrons donc travailler, faire des données croisées pour mieux connaître les habitudes et l'ensemble des activités sur le territoire de la Ville de Montréal. Ce sera un pôle extraordinaire pour la connaissance sur notre territoire et surtout pour la Ville éventuellement, et ce qui nous permettra donc d'arriver avec des solutions probantes et des solutions positives pour les Montréalais et les Montréalaises. Voilà, M. le Président. Merci beaucoup, M. Croteau, pour ces précisions. Alors, on va aller de l'avant avec enthousiasme. 20-0-32, c'est fait. On va maintenant en administration et finances. On débute ça avec 30.001. On va accepter l'offre de service de Villeray-Saint-Michel Parc Extension pour prendre en charge la conception et la réalisation de travaux pour sécuriser la piste cyclable devant le AEW du boulevard Crémazie. Je vois Madame Giguère. Allez-y donc, Madame Giguère, conseillère associée. Conseillère associée au transport actif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc oui, c'est l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension qui a conçu les plans et qui va donc octroyer le contrat, dis-je, pour aller sécuriser l'entrée de cette populaire chaîne de restauration rapide qui a pignon sur rue sur Christophe Colomb au coin de Crémazie, comme vous le disiez, et juste là passe une piste cyclable vraiment importante, très, très fréquentée, l'épine dorsale, l'axe central nord-sud de Montréal. En 2018, au printemps 2018, l'arrondissement a fait quelques premières interventions. Ils ont vraiment tenté, par les moyens les plus simples, moins invasifs, de sécuriser cette intersection-là, cette entrée charretière-là. Mais ça s'est avéré insuffisant. Donc, on a constaté dans la saison et l'autre qui ont suivi qu'il y avait encore de trop nombreux accrochages entre les gens affamés ou rassasiés qui passent par cette entrée charretière-là et les très nombreux cyclistes. Donc, il va y avoir des interventions beaucoup plus lourdes qui vont être faites. Les gens n'auront plus d'excuses de ne pas savoir qu'il y a là une piste cyclable avec beaucoup de personnes en vélo dessus. Toute la piste sera surélevée. On va rétrécir par des mailles de béton l'entrée charretière comme telle. Il va y avoir un marquage vraiment très voyant sur la piste, ainsi qu'un affichage bonifié. Donc, on est vraiment content d'octroyer cette permission-là à Villeray-Saint-Michel Parc Extension d'aller de l'avant avec cette amélioration-là pour la sécurité de tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Madame Giguère. Donc, je retiens là, affamé et rassasié, peut-être assoiffé aussi, ça aurait pu fonctionner. Mais on retient que c'est un superbe dossier justement pour sécuriser cette piste cyclable à un endroit qui est vraiment pas évident. Alors, on va de l'avant pour d'accepter cette offre de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. 30.002, c'est mandater la Conservation de la Nature Canada comme copropriétaire avec nous à déposer une demande de financement au programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. C'est adopté. 30.003, accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement dans le cadre du programme de sécurisation aux abords des écoles, afin qu'ils prennent en charge la conception, la coordination et la réalisation de travaux qui visent l'implantation d'aménagements permanents en 2020 sur le réseau artériel administratif de notre ville. La main levée de M. Eric Allen Caldwell. Allez-y. Oui. Merci beaucoup, M. le Président. Brièvement, on a annoncé ce programme de sécurisation aux abords des écoles dans le cadre du
programme d'investissement Vision Zéro, les arrondissements avaient à proposer leurs projets, que ce soit pour le réseau local ou l'artériel. Et ce qu'on vote ce matin, c'est les interventions sur le réseau artériel. On vient voter un article 85 qui va permettre aux arrondissements de déployer les meilleures mesures pour leurs écoles. Et il y a des interventions un peu partout dans la ville de Montréal, en Quartier-Ville, à Côte-des-Neiges, NDG, à La Salle, Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Rosemont-Petite-Patrie, Saint-Léonard et Lachine. Il y aura d'autres interventions strictement sur le réseau local. L'idée, c'était d'intervenir là où il fallait intervenir, quelle que soit la responsabilité des rues, si c'était artériel ou local. C'est un programme où il y a eu beaucoup de demandes, qui est extrêmement populaire, qui reviendra avec plus d'ampleur. Et on est très fiers de voter les sommes nécessaires pour ces interventions ce matin. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Caldwell. Alors, on va de l'avant avec 30.003. 30.004, maintenant, on va autoriser le BRI à payer la somme de 5 000 canadiens pour notre cotisation à l'Association internationale Mayors for Peace pour la présente année. C'est adopté. 30.006, autoriser la nouvelle répartition apportée aux charges interunités de la direction mentionnée avec les arrondissements suivants. Merci. Et voilà, c'est fait. On passe maintenant à 40 en réglementation. 40.001, c'est le règlement qui modifie le règlement autorisant la construction d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales. Et c'est pour les numéros de lot mentionnés dans Griffintown. C'est adopté. 40.002, le règlement qui modifie le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoir du Conseil de la Ville au Conseil d'arrondissement. Et c'est pour adopter le règlement sur les branchements au réseau d'aqueduc et d'égouts publics et sur la gestion des eaux pluviales. C'est fait. 40.004, le règlement qui abroge le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoir de fermer et de vendre des ruelles du Conseil de la Ville au Conseil d'arrondissement de Lachine. C'est à leur demande. C'est adopté. 40.005, un règlement qui modifie le règlement sur les subventions donc du Réussir à Montréal, artère en chantier. C'est adopté. 40.006, adopter le règlement qui modifie le règlement sur le PRAM Sainte-Catherine. C'est adopté. 40.007, un règlement d'emprunt de 34 millions de dollars pour le programme de soutien destiné aux arrondissements pour le programme PEASE. C'est adopté. 40.008, un règlement d'emprunt de 24 millions de dollars pour des travaux d'aménagement et de réaménagement de lieux d'élimination de neige et l'amélioration des équipements connexes. C'est adopté. 40.009, le règlement d'emprunt de 51 676 000 dollars pour les travaux de réaménagement de parcs et de maintien des actifs connexes. C'est adopté. 40.010, approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglo de Montréal, le règlement modifié de la ville de Pointe-Claire. C'est adopté. Alors, on passe maintenant en 60, la rubrique information. On va déposer un certain nombre de choses. En 60.001, c'est le rapport d'activité 2019 du Conseil du patrimoine de Montréal. Voilà qui est déposé. En 002, c'est celui du CIM, du Conseil interculturel de Montréal. C'est fait. En 60.003, c'est le bilan annuel des dépenses relatives à l'exercice des activités déléguées pour la gestion des matières résiduelles dans Rosemont-la-Petite-Patrie. En 60.004, c'est le rapport d'activité 2019 du Conseil des Montréalaises. Et en 005, celui du Conseil jeunesse de Montréal. Voilà, on a fait le tour des points à l'ordre du jour pour cette partie publique. Je vais céder maintenant le micro à Madame la mairesse. Je rappelle que Madame la mairesse est au téléphone en ce moment. Madame la mairesse, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je serai brève seulement pour vous dire que hier, j'ai eu le plaisir, hier après-midi, de me rendre sur le terrain à Rivière-des-Prairies et à Montréal-Nord. À Montréal-Nord, je me suis joint au travail des équipes de bénévoles de l'organisme Woodstock, à laquelle la Ville de Montréal avait donné précédemment une somme de 10 000 $ pour les aider dans leur travail, dans leur projet,
qui est celui de donner des trousses sanitaires, incluant des masques, des gants, ainsi que de l'information où les résidents de Montréal-Nord peuvent aller chercher différentes ressources. Alors, je suis allée me promener avec eux, ça a été fort intéressant, rencontrer des citoyens et citoyennes également, et je peux vous dire que là-bas, malgré les inquiétudes, les gens derrière leurs masques, ou ceux à qui on en a distribué, il y avait beaucoup de sourires, donc je tiens vraiment à saluer tous les citoyens et citoyennes de Montréal-Nord. Et je me suis rendue ensuite à Rivière-des-Prairies, je suis allée, rejoindre, excusez-moi, la mairesse de l'arrondissement, Madame Caroline Bourgeois, pour aller rencontrer un organisme qui est installé, pour aller rencontrer les différentes personnes qui travaillent pour une banque alimentaire qui est installée dans la Maison de la Culture de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et on a vu encore là beaucoup de solidarité, les gens qui mettent la main à la pâte pour aider les personnes plus vulnérables dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et ces deux visites-là m'ont amené à la question, ça m'amène à vous parler de la question de la distribution de masques. Comme vous avez vu, vous avez peut-être entendu au cours de mes points de presse hier, pour moi, il est très important que la notion d'accessibilité aux masques soit mise de l'avant avant même de parler d'obligation. Présentement, il y a beaucoup d'emphase qui est mis sur cette notion-là. Ceci étant dit, pour moi, si on veut qu'un masque soit obligatoire, encore faut-il qu'il soit accessible. Et bien sûr, là-dessus, je m'inspire de ce que d'autres pays, d'autres grandes villes ont fait grâce à une distribution massive, une stratégie de distribution massive de masques à la population. Ça a permis que la population le porte partout. Oui, dans les transports collectifs, mais également dans leurs déplacements, lorsqu'ils vont faire leurs courses et tout le reste. Et je pense que c'est là où on doit aller, tout particulièrement à Montréal et dans la région métropolitaine. Alors, bien sûr, j'interpelle tous les Montréalaises à porter le couvre-visage. Je suis heureuse que le gouvernement, le premier ministre François Legault l'ait porté également hier. Je pense que ça envoie un message très positif, mais je le rappelle, ça ne peut pas incomber seulement à la population de se procurer des masques. Pour moi, il est important de ne pas créer d'inégalités socio-économiques en lien avec la COVID. Déjà qu'on en voit beaucoup d'inégalités avec la précarité économique que la COVID suscite. Alors, on doit soutenir nos populations et s'assurer que tout le monde puisse avoir le matériel de protection nécessaire et bien sûr le couvre-visage en est un qui est supplémentaire et qui s'ajoute aux mesures qu'on connaît très bien, et qui sont très efficaces, le lavage des mains, le 2 mètres de distance. Alors, j'ai très hâte de recevoir le premier ministre demain qui sera à Montréal jeudi et vendredi. Ça me fera plaisir de discuter avec lui, de le sensibiliser à certains enjeux. Et sinon, j'invite également les Montréalaises qui se demandent où on peut trouver les cliniques mobiles, parce que évidemment, on le sait, le dépistage est clé à ce moment-ci. Et je sais que ça n'a pas été facile nécessairement au cours des derniers jours de savoir où étaient les cliniques mobiles. Alors, plus tard aujourd'hui, sur le site Internet, sur ma page Facebook, dans mes médias sociaux, les endroits où les cliniques mobiles seront inscrits. Bien sûr, sinon, c'est toujours sur santé publique, sur le site de la santé publique où l'information est également disponible. Mais nous allons mettre tout en œuvre pour que la population sache où sont les cliniques mobiles et puisse y accéder. Et comme le docteur Drouin le rappelait hier, je rappelle que les personnes qui sont invitées à se rendre à ces cliniques, soit les fixes ou les mobiles, c'est des personnes qui ont des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID ou des personnes qui ont été en contact avec des personnes qui ont la COVID. Alors, on les invite à venir à la clinique mobile pour faire du dépistage. Dernière chose, je voulais vous dire que vendredi sera une journée, j'ai hâte à vendredi parce que notre équipe, notre administration va présenter le plan estival d'aménagement urbain. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on avait hâte de vous présenter, qui demande beaucoup de travail, parce que je tiens à le dire parce que souvent
il y a beaucoup d'idées qui fusent sur les médias sociaux et autres. On a dit, ben voyons, il faudrait aller plus vite, puis avoir des rues, puis fermer les rues, puis piétoniser et tout. Mais il faut comprendre une chose importante, c'est que ça demande un travail. Il faut s'assurer, par exemple, que les liens sont sécuritaires, qu'ils vont pouvoir traverser plusieurs arrondissements dans certains cas. Donc, il y a tout un travail qui se met en place avec, bien sûr, le Centre de coordination des mesures d'urgence qui nous appuie, qui est derrière nous pour faire en sorte que cet été, beaucoup de rues, des grands axes seront sécurisés pour vraiment encourager le transport actif et encourager également la piétonisation, les déplacements sécuritaires. Donc, on veut le plus possible créer des axes où on va pouvoir respecter le 2 mètres, ou en tout cas, ça va être beaucoup plus facile. Je vous cacherai pas que le port du masque sera encore, malgré tout, un élément à garder dans sa poche. Mais je suis très, très enthousiaste à cette idée de dévoiler les ambitions de Montréal pour cet été. L'été qu'on va traverser va être très différent. On n'aura pas nos grands festivals. On va, bien sûr, tout va dépendre du déconfinement également. Mais je tiens également à dire que ce plan d'aménagement urbain estival, ça se veut également une façon de soutenir nos commerçants et de leur offrir l'espace pour accueillir des clients lorsque, bien sûr, la vie reprendra ou le déconfinement va se faire de façon graduelle. Alors, je vous invite à rester à l'écoute ce vendredi pour le plan qui va, bien sûr, on vous présente le plan et qui va se déployer au cours des prochaines semaines et aussi au fil de l'engouement des différents arrondissements qui ont levé la main jusqu'à maintenant, mais je suis certaine que d'autres pourront s'y greffer au fur et à mesure. Alors, disons que ça se veut un projet, un plan organique qui va continuer à se déployer et à évoluer au fil du temps et bien sûr au fil des nouvelles ou des décisions qui seront prises par le gouvernement du Québec et la santé publique. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Je vous souhaite effectivement aussi une très, très belle journée. Alors, on se laisse en rappelant les consignes pour l'ensemble des Montréalais et des Montréalaises, renforcer la solidarité également entre nous, entre les quartiers, entre les municipalités. C'est essentiel qu'on se serre les coudes, tout le monde. On se serre les coudes, bien sûr, virtuellement. Alors, merci beaucoup tout le monde à la maison. Il est 9h16 et ça met fin à la partie publique de nos délibérations. Membres du comité exécutif, vous devez rester avec nous puisque nos délibérations vont se poursuivre comme d'habitude, donc en cette belle matinée. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente journée.